Bien, on va commencer notre séance et merci à vous d'être là ce soir pour entendre Stéphane Dauphin, directeur général de Nantes Habitat. Évidemment, au Conseil de développement, on parle souvent de la question du logement. Vivant sur un territoire comme celui de l'agglomération, c'est évidemment une question importante et Nantes Habitat est un des acteurs majeurs du logement social sur le territoire. C'est donc tout à fait intéressant d'entendre son directeur général. Nantes Habitat est un acteur de premier plan, même s'il conserve encore parfois une image qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Certains ont encore en référence la cité HLM, qui est évidemment simplificatrice et qui ne rend pas compte de la diversité du paysage actuel du logement social. Aujourd'hui, à Nantes, 1 habitant sur 6 est logé par Nantes Habitat dans un parc immobilier de 25 000 logements pour lesquels les enjeux d'avenir sont nombreux. Stéphane Dauphin les évoquera. Il s'agit évidemment de développement durable avec les politiques de rénovation et de réhabilitation des logements. Il s'agit d'innovation, de concertation avec les réponses à de nouvelles attentes des habitants en matière de logement. Il s'agit aussi de cohésion sociale entre les générations et entre les groupes sociaux. Nantes Habitat participe à la fabrication de la ville d'aujourd'hui. Son action mérite d'être mieux connue. C'est aujourd'hui, je crois, le 2e office municipal HLM en France. Et il s'inscrit de plus en plus dans le développement métropolitain. C'est par ailleurs un acteur économique important comme donneur d'ouvrage et comme employeur. Mais je pense que Stéphane nous donnera quelques précisions de ce point de vue-là. La rencontre avec Stéphane Dauphin intervient également à un moment particulier puisque Nantes Habitat fête en 2013 son centenaire. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour un ouvrage, un hors-série qui a été réalisé par Place Publique, commandé par Nantes Habitat, à propos à l'occasion des 100 ans du logement social. Alors si certains parmi vous sont intéressés, il y a un petit bon de commande que Brigitte a dû mettre sur la table à l'extérieur qui vous permettront de récupérer un exemplaire de ce hors-série particulier. Donc cette soirée, c'est une occasion supplémentaire pour mieux connaître le rôle de Nantes Habitat, ses missions et ses actions. C'est aussi l'occasion de mieux appréhender ses projets dans un territoire qui va accueillir, comme vous le savez, de nombreux nouveaux habitants dans les années qui viennent. Je remercie en votre nom Stéphane Dauphin d'avoir accepté notre invitation et je lui passe tout de suite la parole. Merci Philippe, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous et puis de vous présenter ce qu'est Nantes Habitat aujourd'hui. Effectivement, comme le rappelait via quelques chiffres Philippe, aujourd'hui parler de Nantes Habitat, c'est évidemment parler du logement social, c'est parler de Nantes et c'est évoquer Nantes à travers le siècle qui vient de passer, puisque on fête effectivement aujourd'hui, en cette année 2013, notre centenaire. Nantes Habitat ayant été le 2e office créé en France après celui de La Rochelle. Nantes Habitat, donc, c'est aujourd'hui 24 000 logements sur la ville, dont 22 000 logements locatifs sociaux. Après, on a des équivalents logements, des résidences foyers. On reviendra un peu sur les caractéristiques du parc tout à l'heure. Et parmi ces 22 000 logements sociaux, c'est également 1 000 logements individuels. Je rappelle que ces 24 000 logements, ils sont aujourd'hui entièrement situés sur le territoire de la ville de Nantes, ce qui est une particularité très forte pour un bailleur social. On pourrait y revenir, on pourra échanger évidemment sur la métropolisation, mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà employé cette expression publiquement, dans le paysage, le fait que Nantes Habitat soit un office municipal est plutôt une anomalie au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre voire dans la quasi-totalité des agglomérations de France. Donc Nantes Habitat, c'est aussi 46 000 Nantais qui sont logés, un chiffre qui est plutôt stable ces dernières années. Nantes Habitat, c'est également 600 collaborateurs investis au quotidien dans toutes les missions de l'office, et vous le verrez, il y a beaucoup de métiers au sein de l'office. Et puis enfin, c'est 110 millions d'euros d'investissement pour cette année, encore un peu plus l'année prochaine, et donc à ce titre-là, on l'évoquera également, un acteur important
du marché de l'emploi local au sens large. Voilà. Donc les grandes étapes de Nantes Habitat, c'est évidemment, elles s'inscrivent évidemment dans les grandes étapes du logement social en France et donc dans l'histoire aussi architecturale de Nantes. Si l'office a été créé en 1913, en fait, s'il a simplement récupéré ses premiers logements qui étaient 4 baraquements militaires au Grand Blotreau en 1921, hein, comme les quelques offices créés avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, il a souffert de cette période pour pouvoir se développer. Donc il a fallu attendre plus de 8 ans pour qu'il livre ses premiers logements. Et je crois qu'à l'époque, il y avait une cinquantaine de demandeurs qui étaient inscrits sur les listes. On parlait déjà de demandeurs de logements sociaux à l'époque. Et puis ensuite, effectivement, on a eu la période des cités-jardins, dont on connaît encore quelques expressions localement, quelques bâtiments assez symboliques. Là, vous voyez l'Ermitage, par exemple, sur la butte Sainte-Anne. Et puis ensuite, dans l'histoire de France récente et celle du logement, le plan Million, la reconstruction de l'après-guerre et les grands ensembles que vous connaissez, les ensembles des années 50, 60 et du début des années 70, qui composent aujourd'hui la majorité du parc de Nantes Habitat et qui font que le parc a aujourd'hui une moyenne d'âge de 40 ans, hein, ce qui est plutôt élevé par rapport dans le paysage des grands bailleurs sociaux en France. Et puis à partir des années 80, on est revenu à des constructions à plus petite échelle. Et puis on a engagé, comme vous le savez, les grandes étapes des réhabilitations en accompagnant la création de la politique de la ville et tous ces mouvements qui se poursuivent encore aujourd'hui. Voilà. Donc là, vous avez en illustration quelques exemples de logements ou en chantier ou qui vont bientôt l'être, notamment sur les dernières diapos dans l'ensemble des quartiers, à Bellevue, à Malakoff, au Pré-Gaucher, dans le quartier du Breil également, ou dans le quartier de Bautières-Chénet ou d'Hervalières, pour les photographies les plus récentes. Donc, on peut ne pas parler de Nantes Habitat sans évidemment parler des locataires et à la fois du paysage du logement social et se projeter aussi sur des éléments de comparaison un peu plus nationaux. Donc, c'est les éléments, c'est les chiffres que vous avez en bas à droite. Aujourd'hui, sur la ville de Nantes, c'est 25% de logements sociaux. Donc, on est dans le cadre des normes qui sont aujourd'hui et qui ont été redéfinies dans le cadre de la première loi Duflot. Aujourd'hui, il y a 2 communes sur l'agglomération qui dépassent les 25%. Il y a Saint-Herblain, de mémoire, je crois qu'ils sont à 28 ou 29. Et donc Nantes qui a 25% de logements sociaux. 60% des habitants peuvent prétendre à un logement social eu égard à leurs revenus. Pour vous donner une indication, aujourd'hui, sur le monde du HLM est assez complexe, notamment sur les questions de seuil de revenus. Mais en tout cas, sur ce qui est le financement classique, le type de financement classique des logements sociaux, le plus, les revenus pour accéder au logement social, c'est 1 700 € par mois pour un célibataire et un peu plus de 3 200 € par mois pour une famille avec 2 enfants, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, sur l'agglomération, sur la ville de Nantes, il y a 16 000 demandes de logement social enregistrées. Il y en a 24 000, il me semble, pour l'agglomération. Et parmi ces 16 000 demandes, il y a environ aujourd'hui 4 500, si ma mémoire est bonne, il y a 4 500 personnes qui sont déjà logées dans le parc social, une bonne partie à Nantes Habitat, mais qui sont en attente d'une mutation. D'ailleurs, on pourrait... me semble assez intéressant quand on se retourne sur le modèle du logement social tel qu'il a été depuis les années 60-70 et ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un vrai mouvement de fond aujourd'hui, ou dans les années 70 notamment, encore un peu dans les débuts des années 80, le logement social, c'était aussi une étape dans le parcours résidentiel de la vie. Alors aujourd'hui, on est dans des logiques autres, encore exacerbées par la crise économique et sociale qu'on connaît aujourd'hui. Et puis par les écarts croissants en termes de revenus, avec la hausse des prix de l'immobilier également. Et finalement, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on en est à porter
apporter ces logiques de parcours résidentiel au sein même des parcs locatifs. Et ça, c'est une vraie avancée plus qu'une avancée, c'est un vrai bouleversement pour le monde du logement social. Et donc aussi, on crée des parcours résidentiels à l'interne, donc ce qui sollicite la demande de mutation de manière assez importante. Nantes Habitat fait environ 2 fois plus de mutations que l'ensemble des autres bailleurs sur l'agglomération. C'est une volonté politique du conseil d'administration de porter ces choix-là. Ça a un coût, puisque quand on est sur une logique de mutation, la vacance est un peu plus longue entre deux locataires. Les attentes en termes de travaux sont aussi plus importantes, donc c'est des coûts à la relocation plus importants. Mais ça participe en tout cas de la création de ces parcours résidentiels au sein du parc, où on rentre dans un logement qui est plutôt situé en ZUS, et puis on peut envisager un parcours et puis progresser vers du logement dit qualitatif, et puis aller vers le neuf, envisager également de se projeter vers un logement individuel. En tout cas, à Nantes Habitat, l'année dernière, on a attribué à peu près 800 logements via des mutations internes sur la masse des attributions. Et malgré les efforts importants qui sont fournis en la matière, c'est une source qui ne se tarit pas. Au contraire, puisque les demandeurs de mutation continuent à être en augmentation au sein même de notre parc. Donc, comme on le disait, statistiquement, 46 000 personnes logées, c'est un peu moins d'un Nantais sur 6. Donc, ce qui est très important, c'est aussi un logement sur 6 quand on se promène dans Nantes, à peu près. Donc là, vous voyez tout le poids qu'a l'office dans le paysage social de la ville. Et puis, comme je l'évoquais, on a fait l'année dernière un peu plus de 2000 attributions par an, dont un tiers réservé au parcours résidentiel. Et là, il y a une tendance de fond qu'on attribue à la crise, mais il y a une chute assez importante des attributions depuis l'année dernière, où on tournait plutôt autour de 2400, 2300 attributions par an. Et là, on sent à la fois l'incertitude, la peur face au changement, l'incapacité à se projeter dans un autre logement, font que le nombre d'attributions est finalement en baisse par moins de gens qui sortent du parc social, moins de gens qui déménagent. Voilà, donc on gère aussi ces chiffres à la baisse. Il n'en reste pas moins que Nantes Habitat connaît un taux de vacances avec ses 2000 attributions par an, un taux de rotation qui est autour de 9% environ, et un taux de vacances 8-9% en taux de rotation, c'est 2 fois plus qu'en région parisienne, même si tout n'est pas comparable, donc ça reste quand même relativement important. Et puis le taux de vacances reste très faible à Nantes Habitat. C'est un de nos atouts, notamment quand on se compare à un certain nombre d'autres bailleurs, notamment ceux qui interviennent dans des zones beaucoup plus détendues. Et là, au bénéfice de Nantes Habitat, même s'il y a des logements qui sont probablement un peu moins attractifs, l'attractivité de la ville en elle-même fait que le taux de vacances est très réduit, et on est plutôt sur de la vacance résiduelle, de la vacance entre deux locataires, entre une entrée et une sortie, ce qui est plutôt intéressant également d'un point de vue financier. Aujourd'hui, ce qui pèse plus fortement sur Nantes Habitat en termes de vacances, c'est plus la vacance qui est liée aux travaux, aux importants programmes de travaux. Et là, puisqu'aujourd'hui, en plus, on vit une vraie révolution sur la façon d'aborder les réhabilitations, notamment en raison de la complexité normative qui a vu le jour depuis 2-3 ans sur la question de l'amiante et qui vient bousculer tous nos modes d'intervention. Et pour faire simple, schématiquement, jusqu'il y a à peu près 2-3 ans, on faisait encore un certain nombre de réhabilitations en site occupé. Aujourd'hui, la réglementation liée à l'amiante nous oblige à sortir les locataires du logement pour des périodes très longues qui vont jusqu'à 10 à 12 semaines sur certains logements. Alors ceci a en plus un coût important pour l'office, au moins 20% de coûts supplémentaires en termes de travaux, de diagnostic, et puis aussi un coût important parce que c'est la marque de fabrique de Nantes Habitat, au cœur des politiques de cohésion sociale de la ville, c'est d'accompagner les locataires dans les déménagements, dans leur logement, et donc on considère que ces coûts-là, 10% pour les coûts techniques, et que ces coûts-là pèsent aussi entre 5 et 10% dans l'augmentation de la facture totale quand on engage des opérations de réhabilitation.
Ce qu'on peut dire également, c'est qu'aujourd'hui, à Nantes Habitat, la moitié de nos locataires disposent d'un revenu inférieur à 1 300 euros par mois, et un quart des locataires disposent d'un revenu inférieur à 900 euros par mois. Donc on est vraiment un bailleur au cœur de tous les enjeux de cohésion sociale, mais face aussi à des enjeux de précarité au quotidien. On est aussi le bailleur de recours, mais l'intention maintes fois exprimée par le conseil d'administration, c'est d'être autre chose qu'un bailleur de recours et pouvoir justement s'inscrire dans ces logiques de parcours résidentiel. Un mot également pour vous dire qu'on a 56% de nos locataires qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ce qui est supérieur aux ratios nationaux également. Et parmi ces 56%, le taux de couverture est à peu près de 60%. Un exemple de loyer également, parce qu'effectivement, quand on parle logement, c'est également bien de parler de loyer. Aujourd'hui, le coût de location d'un T3 moyen de environ 65 mètres carrés dans notre parc est à peu près de 300 euros par mois, hors charge, et on descend jusqu'à 124 euros par mois pour certains T3 dans le parc de Nantes Habitat. Donc là aussi, quand on parle d'accessibilité et de demande sociale, on est en plein dans la cible avec ces niveaux de loyer qui sont à peu près 20%, 18 à 20% inférieurs à ce que font les autres bailleurs sur le territoire de l'agglomération. Alors l'enjeu pour nous aussi, c'est pas qu'il y ait un décrochage non plus trop fort entre Nantes Habitat et les autres bailleurs en ce qui concerne les loyers de sortie. Donc aujourd'hui, c'est pas au conseil de développement que je vais apprendre que le territoire de la métropole est un territoire en plein développement, avec un peu plus de 281 000 habitants actuellement. 100 000 habitants supplémentaires escomptés à l'horizon 2030. D'une certaine manière, ça peut paraître un peu prétentieux d'indiquer que Nantes Habitat a fait la ville, mais malgré tout, on est aujourd'hui présent dans l'ensemble des quartiers nantais, même si on est plus connu à travers les grands quartiers d'habitat social qui sont visibles par l'ensemble des Nantais et l'ensemble d'entre vous. On est aussi dans des quartiers, c'est ce qui a fait aussi la force des politiques sociales à Nantes. On est aussi dans des quartiers qui sont, pour la plupart d'entre eux, bien desservis, bien reliés au centre par les transports, si ce n'est par le tramway dans la quasi-totalité d'entre eux, ce qui est très important. C'est des quartiers dans lesquels les services publics restent fortement présents. Et puis, on l'évoquera aussi un peu par la suite, c'est des quartiers dans lesquels Nantes Habitat est aussi présent via ses politiques de proximité, via un réseau d'agences. On a aujourd'hui 7 agences implantées au cœur des quartiers. C'est vrai que si on se recule un peu, si on prend un peu de recul sur ce modèle-là, je pense fondamentalement que cette présence du bailleur et de l'ensemble des acteurs publics dans les quartiers, des acteurs a, à mon avis, fortement contribué à ce que les mouvements, les embrasements de banlieue qu'on a connus dans la dernière décennie aient finalement été aussi un peu plus limités à Nantes. Alors c'est pas facile pour les équipes de Nantes Habitat au quotidien, la confrontation directe à des publics qui sont quelquefois dans des situations de précarité ou qui expriment des attentes très fortes. On connaît, comme les services publics qui accueillent du public, des situations de tension, d'incivilité, d'agression verbale, physique. C'est pas notre quotidien, mais à tous. Mais pour le coup, les agents qui sont sur le terrain le vivent plus fortement, même si on ne connaît pas la situation que connaissent certains bailleurs. Je vois quand j'échange avec des collègues de Seine-Saint-Denis, certains en sont à connaître une agression physique quasiment par jour ouvré pour leur personnel. Donc heureusement, on n'est pas dans ces écueils-là sur le territoire de la ville de Nantes. Donc on a également projeté quelques exemples d'autres projets neufs en cours, là, qui sont à la fois sur l'île de Nantes pour l'Oiseau des Îles, ou dans le quartier du Jardin des Plantes et de la Gare pour l'opération dite Gambetta. Aujourd'hui, on a à peu près 600 logements neufs en chantier. Donc je le dis clairement, Nantes Habitat réapprend à construire, a réappris à construire, reforger tout
un tissu à l'interne de l'Office pour pouvoir faire face à ces ambitieux programmes de développement. Cette expertise, elle ne se crée pas en un claquement de doigts. C'est un travail qui a été engagé depuis quelques années, qui connaît aujourd'hui une montée en puissance forte, avec 250 à peu près logements livrés cette année, autant l'année prochaine. Et puis en 2015 et 2016, aujourd'hui 500 logements livrés chaque année. Donc il va falloir nous aussi réapprendre à livrer des logements à cette ampleur-là. Et là aussi, c'est quelque chose qui doit s'anticiper nécessairement. À titre d'exemple d'ailleurs, aujourd'hui, on a pris l'habitude quand on livre des opérations qui sont aujourd'hui évidemment sans commune mesure en termes de taille, puisque aujourd'hui la taille moyenne d'une opération à Nantes Habitat, c'est 27-28 logements, et on veut tendre vers une trentaine de logements pour des raisons d'équilibre d'opération, de mobilisation des équipes. Aujourd'hui, par exemple, anecdote, quand on livre une opération, notamment pour réussir tous les enjeux de vivre ensemble au sein des logements, on organise une crémaillère avec les habitants où moi je viens rencontrer les équipes du quartier, moi-même, les équipes de l'agence viennent rencontrer les habitants, chacun expliquant à la fois ce qu'est Nantes Habitat, comment on est à leur service au quotidien. Et puis au-delà de ça, c'est aussi permettre aux gens de se rencontrer et d'apaiser les premières petites tensions qui peuvent naître et qui peuvent vite dégrader un climat social. Donc on a réappris aussi à avoir cet accompagnement dès l'entrée du locataire dans le logement. Donc Nantes Habitat, vous le voyez sur les prévisions, donc c'est 2200 logements construits sur ces 10 dernières années jusqu'à 2015 et 300 millions d'euros de travaux. Alors pour ces raisons-là, Nantes Habitat est un donneur d'ordre très important sur l'agglomération. On est le deuxième par exemple sur les politiques d'insertion. Et puis on l'est également par tous les marchés qu'on passe dans le cadre à la fois des marchés de réhabilitation, des marchés de construction neuve. Et là, on est sur de l'emploi régional, sur de l'emploi non délocalisable, donc avec un impact direct sur le tissu économique local. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève de l'entretien, du petit entretien dans les logements. Et là, quand on a 24 000 logements par an, les attentes et les occasions d'intervenir chez les locataires sont importantes, puisqu'on fait aujourd'hui à peu près 34 000 bons de travaux par an dans les agences. Donc vous vous rendez compte la masse de travaux que c'est pour les 330 collaborateurs de l'Office qui sont au quotidien dans les agences. Voilà, et donc on s'inscrit également évidemment dans l'ambition de pouvoir produire 150 000 logements sociaux par an en France, comme sont les objectifs souhaités par le gouvernement. Je ne vous cache pas que la situation est compliquée. Elle sera compliquée pour atteindre ces objectifs, ne serait-ce que parce qu'une partie de la production des bailleurs sociaux, à peu près 30 à 40% de la production des bailleurs sociaux, c'est aussi de la production en VFA, donc c'est de l'acquisition directe auprès de la promotion immobilière. Et donc dans une période où les ventes s'estompent fortement, où le marché de la promotion se ralentit, c'est aussi moins d'occasions pour les bailleurs sociaux de pouvoir augmenter leur parc en conséquence. Donc ça fait partie aussi des questions à enjeu pour les années qui viennent et sur lesquelles on attend patiemment également un redémarrage de la conjoncture. On a dans les 2-3 prochaines années un volume d'opérations qui existe. Certains ne se feront probablement pas, d'autres seront peut-être décalés, sans compter que sur ces opérations, on a également une proportion de recours des tiers qui est plus importante dans le cadre d'opérations menées par des promoteurs que dans le cadre des opérations menées en maîtrise d'ouvrage direct par Nantes Habitat. Moi, je croise plutôt les doigts parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun recours sur l'ensemble de toutes les opérations qu'on mène, donc ce qui est plutôt un exploit dans le paysage local. Bon, certes, on construit aussi dans les quartiers où on est déjà présent, mais pas seulement. Il y a peut-être une appréhension un peu différente à attaquer un permis qui a pour objet du logement social. Donc on espère que cette situation pourra perdurer
le plus longtemps possible, même si on a d'autres questions qui se posent à nous quant à nos capacités à développer le logement. C'est les questions dans le contexte général de raréfaction de l'argent public, c'est évidemment la question des financements. Aujourd'hui, vous savez que depuis plusieurs années, l'État avait engagé un mouvement assez fort de baisse drastique des aides à la pierre, ce qui a eu pour conséquence pour les bailleurs d'augmenter fortement les fonds propres que l'on met dans les opérations. Aujourd'hui, un logement neuf pour Nantes Habitat, c'est à peu près 25 000 euros d'apport de fonds propres. Et puis le reste est financé par des aides de la métropole, essentiellement par de l'emprunt à des taux bonifiés auprès de la Caisse des dépôts, sachant qu'aujourd'hui un bailleur emprunte sous deux formes, une première pour le foncier sous 50 ans auprès de la Caisse des dépôts et pour la partie travaux sur 40 ans. Donc on a les durées d'amortissement dans lesquelles s'inscrivent nos programmes de construction et de financement d'opérations. Donc avec des recherches d'efficience indispensables, de réflexion aussi sur le coût des travaux, le coût des logements. C'est par exemple qu'aujourd'hui il est plus cher de construire un logement à Nantes-Carène, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais les quelques membres du bâtiment qui sont présents dans la salle ont peut-être des explications rationnelles sur ce sujet-là. On s'interroge nous aussi sur la taille des logements, sur leur superficie. Aujourd'hui, on est un bailleur social qui a dans son parc une part importante de logements familiaux. On continue à développer, parce qu'il y a une réelle attente de par la population, une offre en T4 et en T5, et encore exceptionnellement de quelques T6 ici ou là. On s'interroge également, donc aujourd'hui on sait que le prix de sortie moyen d'un logement pour Nantes Habitat, mais parce qu'ils sont plus grands en termes de typologie et de surface, il est à peu près de 165 000 euros par logement. C'est probablement 20 à 25 000 euros, c'est 20 à 25 000 euros supérieur à ce que font les autres bailleurs, et il nous faut nous aussi réduire ces coûts travaux pour veiller à l'équilibre de nos opérations, et puis également pour veiller à maîtriser notre endettement, et puis pour aussi faire face à la montée des coûts très forts en termes de réhabilitation. Donc voilà le contexte dans lequel on évolue, mais malgré tout, on a depuis l'automne engagé un certain nombre de chantiers à l'interne, notamment sur la stratégie patrimoniale et financière. Notamment, l'enjeu aussi pour moi et pour les équipes, c'était de pouvoir arrêter d'alterner des cycles où Nantes Habitat construisait peu et puis relancer fortement la machine productive. L'enjeu que j'ai assigné aux équipes avec le président Patrick Rimbert, c'est de pouvoir se mettre sur une jauge de 350 logements neufs par an à partir de 2016. Et puis, c'est de pouvoir réhabiliter entre 4 et 500 logements par an en fonction du contexte que nous connaissons. Et puis de continuer à accompagner fortement le parc de programmes de gros entretien ou de maintenance, puisqu'il le faut également avec le vieillissement du parc. Donc voilà un peu le contexte général sur lequel je pourrais revenir effectivement si vous souhaitez. Là on revient sur tout le volet rénovation. Donc là il y a effectivement beaucoup de logements en réhabilitation en ce moment. La partie la plus symbolique étant probablement Malakoff. Pour tous ceux qui y sont passés, on reste un des bailleurs principaux présents sur le quartier. Avec, pour vous donner un ordre d'idée, les premières réhabilitations, Malakoff, première phase, Nantes Habitat investissait à peu près 25 000 euros, avait un coût de travaux au logement de 25 000 euros. Aujourd'hui, sur le linéaire Tchécoslovaquie, qui a été entièrement recouvert de zinc, ou sur les tours, dont celle du 1 Angleterre, on est monté à des niveaux de prestations proches de 75 000 euros de travaux au logement. C'est des logements qui étaient de très bonne conception, avec des volumes intéressants, avec des vues superbes sur la Loire ou sur la vieille ville de Nantes, sur la cathédrale.
Et aujourd'hui, on a des logements qui sont comme neufs. On note un regain d'intérêt pour ce quartier-là et c'est plutôt heureux au regard de l'ensemble des sommes qui ont été investies par la puissance publique depuis la création du GPV. On a d'ailleurs sur ce quartier, qui était un des quartiers où la précarité était la plus présente, à Nantes, on a entamé un travail de peuplement, même si j'aime pas trop ce terme-là, un travail de peuplement de fond, notamment avec la ville de Nantes, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 70 logements qui vont revenir en location, dont les travaux de réhabilitation s'achèvent. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de faire revenir des salariés sur le quartier, donc des salariés, des gens avec des situations stables, donc pour réintroduire ces enjeux de mixité au sein du parc, puisqu'il y a d'autres enjeux, d'autres moyens d'expression de la mixité qui ont été mis en place sur ce quartier. Vous savez qu'il y a eu de l'accession à la propriété. Nous-mêmes, aujourd'hui, on conduit un programme d'accession sociale à la propriété, qui est notre premier, au débouché du pont Tabarly, avec 14 logements qu'on a aujourd'hui tous vendus à 2400 € du mètre carré, plein sud, dans les étages, vue sur Loire. Donc on sait que quand on a un produit qui correspond aux capacités d'un certain nombre d'acquéreurs qui rentrent dans les normes du PSLA, le succès est au rendez-vous. Et on a d'ailleurs vendu sur ces 14 logements, on en a vendu, je ne sais plus si c'est 11 ou 12 à des locataires de Nantes Habitat, qui avaient certes tous un petit apport, mais quand même. Là, je pense qu'il y a une piste intéressante à creuser quand on parle de logements dits abordables. Je pense qu'on est en plein dans le cœur de cible. Et le conseil d'administration, sur ma proposition, nous a incité à continuer à poursuivre de manière régulière sur le volume d'une opération par an à peu près, un programme d'accession sociale à la propriété. J'ai une autre réflexion aussi qui me vient à l'idée quand on parle du financement des opérations, financement des logements neufs. Nantes Habitat va engager aussi pour la première fois cette année la vente d'une partie de son parc aux locataires. On va monter progressivement, on souhaiterait aller jusqu'à une quarantaine de logements par an. Là aussi, l'enjeu clair, c'est de reconstituer des fonds propres, c'est de pouvoir financer 2 logements neufs par le biais d'un logement vendu. Alors aussi qu'il nous faut être attentif à un certain nombre d'éléments, les copropriétés, le risque de copropriété dégradée par exemple. On a été aussi très attentif à ce que les logements qui seraient transformés en copropriété ne voient pas leurs charges augmenter trop indûment, puisqu'aujourd'hui à Nantes Habitat, on a 16 000 logements qui sont en chauffage collectif et qui sont sur un tarif unique, avec un coût mutualisé. Donc on a aussi mesuré le danger que pouvait représenter la sortie de futurs copros de cette mutualisation, avec des augmentations trop importantes de la charge de chauffage qui est aujourd'hui mutualisée à l'ensemble du parc. Donc les premières ventes pourraient intervenir d'ici la fin de l'année. C'est à l'ordre du jour. Le plan de vente est à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de Nantes Habitat. Et là, finalement, on suit un peu le mouvement. Aujourd'hui, l'immense, voire si ce n'est la quasi-totalité des offices se sont lancés en France en des politiques de vente aux locataires. Les rares qui échappent un peu jusqu'à aujourd'hui étaient ceux qui étaient fortement subventionnés par leur collectivité. Même si la nouvelle loi Duflot et le taux de 25% de logement risque de freiner les autorisations de quelques villes. Je sais, pour avoir discuté avec mes collègues, directeurs généraux de l'agglomération, qui avaient des habitudes plus anciennes de vente du patrimoine. Aujourd'hui, ils ont eu quelques indications de la part de maires de l'agglomération qui allaient fortement réfléchir avant de vendre leur patrimoine, avant d'autoriser la vente aux locataires, notamment pour échapper aux amendes qui sont prévues par la loi aux collectivités qui ne feraient pas d'efforts pour accroître leur parc de logement social. Donc sur la rénovation, voilà quelques éléments qu'on a évoqués sur tous les métiers du quotidien, et Dieu sait qui sont importants à Nantes Habitat. Et puis donc tous nos collaborateurs sur le terrain, le nombre d'entreprises assez élevé qui travaillent avec nous au quotidien.
Voilà un premier portrait un peu général de l'Office. J'ai oublié plein de sujets, mais il y en a plein. J'imagine qu'il y en a un certain nombre sur lesquels vous rebondirez en posant des questions lors de la partie qui sera plus consacrée à nos échanges. Je pourrais peut-être dire un mot puisqu'on a beaucoup aussi parlé d'une opération un peu phare de Nantes Habitat ces derniers temps dans la presse, puisqu'aujourd'hui on mène une opération de construction dans un endroit somptueux, en plus au-dessus du Val de Chésine, de construction d'opérations de logements sociaux à énergie positive. C'est la première opération de logement social à énergie positive sur tout le Grand Ouest. Alors c'est un coût de travaux un peu important, mais je pense que c'est aussi l'enjeu pour Nantes Habitat, c'est aussi d'innover, et ça participe du renouveau qui est engagé pour Nantes Habitat et du regard différent d'un certain nombre d'acteurs sur l'Office. Donc c'est une opération d'une 30aine de logements qu'on va livrer à la fin de l'année, qui est menée par le cabinet d'archi nantais In Situ et par Quille Construction, dans le cadre d'une opération de conception-réalisation. Et c'est une opération aussi sur laquelle on a souhaité apporter un soin très particulier à la fois au peuplement, puisqu'on veut là travailler avec les ménages qui intégreront ces logements en amont, puisque vous connaissez, plutôt on ne connaît pas, mais on envisage la complexité aussi à faire fonctionner ou à s'accaparer les éléments techniques d'un logement à énergie positive. Et pour le coup, il y a un accompagnement spécifique qui est indispensable, notamment au regard des premiers retours qui sont en général très, très limités sur les livraisons d'immeubles en BBC qu'on a aujourd'hui en France depuis quelques années. On commence à peine à Nantes Habitat, mais en tout cas, c'est une vraie interrogation et un vrai souci d'accompagner les locataires sur la durée pour réussir cette innovation. Et puis après, on a aussi quelques projets qui s'inscrivent dans les politiques de développement durable de l'agglomération. Là, on construit par exemple sur Nantes Nord une chaufferie bois pour desservir les logements de Nantes Habitat, des logements d'autres bailleurs et des équipements publics. Elle devrait être en place pour la prochaine saison de chauffe, si la saison de chauffe actuelle daigne s'arrêter quelques semaines, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et puis on lance aussi une opération de géothermie qui est la première pour nous dans le quartier de Bellevue. Et puis classiquement, comme beaucoup d'autres bailleurs, on fait de l'eau chaude solaire, on met du photovoltaïque un peu partout. Mais là, pas de grande originalité. Simplement aussi la volonté d'être très attentif aux charges. Parce que pour le coup, les charges elles échappent à l'aide personnalisée au logement. Et c'est d'ailleurs dans cette maîtrise des charges que s'est inscrit de la volonté de mutualiser les charges de chauffage que j'évoquais tout à l'heure. Donc voici un certain nombre d'éléments de présentation un peu large, Philippe, de Nantes Habitat aujourd'hui. Voilà. Merci, mais je pense qu'on peut applaudir Stéphane pour cette présentation. Cette présentation rapide, y aura l'occasion, je suppose, au moins que tu veuilles compléter là tout de suite ou... Sur quelques autres réalisations spécifiques, puisque nous aussi, comme le Conseil de développement, on s'est interrogé sur le vieillissement de la population. Et notamment, on a mis en place un programme avec la ville de Nantes, avec le CCAS, qui s'appelait le programme des logements bleus, où on a identifié au sein du parc 1000 logements. Là, les 1000 seront livrés pour l'année prochaine. Enfin, plutôt des logements qu'on a adaptés, donc avec un coût moyen d'adaptation de 7 000 € au logement, pour permettre d'accompagner les locataires vieillissants. Mais vous savez que l'espérance de vie progresse et que le fait de partir en EHPAD ou en résidence pour personnes âgées s'inscrit dans des âges encore plus élevés que ça ne l'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui, on réinvestit un certain nombre de travaux dans les logements. Pour faire simple, on met des volets électriques, on monte les prises à 1 mètre du sol, on aménage des douches avec des bacs, voilà. Donc un certain nombre de mesures pour permettre aux personnes âgées de s'inscrire un peu plus longtemps dans leur logement. Et puis on continue
à avoir un certain nombre de programmes de développement avec la ville, mais et avec d'autres partenaires. On possède un certain nombre d'EHPAD, de résidences pour personnes âgées. On construit actuellement 2 EHPAD toutes neuves, 2 établissements tout neufs pour le compte de la ville de Nantes. Et puis on est aussi, ça c'est moins, comme c'est indiqué en bas de la diapo, on est un des plus gros propriétaires de locaux commerciaux sur le territoire de la ville de Nantes. Alors pour partie évidemment dans les quartiers, mais aussi au sein de Nantes Park quand il est dans des secteurs un peu plus diffus. Puis voilà, on vous avait préparé une diapo évidemment sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le poids économique de Nantes Habitat au sein de l'agglomération, notamment sur les clauses d'insertion, les chantiers d'insertion, les contrats d'emploi d'avenir, les partenariats formation, l'accueil de stagiaires, et puis tous nos différents métiers. Ça, c'est le Grand Carquois. Donc, vous avez déjà vu, notamment en couverture du place publique, donc l'opération à énergie positive que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, là aussi, classiquement, l'intervention sur la gestion différenciée des espaces extérieurs. Là aussi dans le mouvement engagé par la ville de Nantes sur l'abandon des produits phytosanitaires, mais qui vient aussi poser d'autres difficultés au quotidien pour nos jardiniers. J'ai encore eu l'occasion d'échanger ce matin avec les jardiniers dans une des agences de Nantes Habitat, et ça pose aussi des questions sur la pénibilité, sur l'accroissement de la charge de travail, sur l'impression de rendu moins entretenu que ça rend pour les locataires qui quelquefois ne comprennent pas, qui payent des charges pour les espaces extérieurs alors que l'herbe continue de pousser entre les pavés. Voilà. Il y a aussi une opération un peu original qui est mené en marge du quartier, en lisière du quartier de Bellevue, une association nationale qui s'appelle Igloo, où là on est sur un procédé d'habitat un peu d'autopromotion sur la fin. On a identifié avec les services de la ville et une association un certain nombre de personnes en réinsertion sociale très forte et qui vont participer aux travaux, notamment de finition, d'aménagement de cette opération dont le chantier ne va pas tarder à démarrer. Il y a également un autre enjeu pour Nantes Habitat d'ici la fin de l'année prochaine, c'est l'installation et le regroupement des équipes dans un nouveau siège qui sera situé au cœur du quartier Malakoff, au débouché du pont à Barly, entre le Pré-Gaucher et la Loire, où j'aurai le plaisir d'avoir les 250 collaborateurs du siège rassemblés sur un lieu unique. Donc ça fait partie d'un projet interne assez fort. Et puis c'est un projet qui a évidemment du sens pour Nantes Habitat, de s'inscrire dans un quartier d'habitat social, au-delà même des enjeux économiques et de rationalisation des coûts immobiliers que nous escomptons avec ce nouveau siège. Voilà. Et puis, pour finir, je voudrais juste dire un mot également puisque c'est une des marques de fabrique de Nantes Habitat également, c'est tout ce qui concerne la concertation, notamment sur les projets de réhabilitation. Il y a de toute façon un travail très fort au quotidien de l'ensemble des agences auprès des locataires et des associations de locataires qui siègent au conseil d'administration, mais qui sont aussi des interlocuteurs quotidiens pour tous. Alors c'est une pression accrue, c'est une pression forte, mais c'est aussi pour nous la capacité régulièrement de s'appuyer sur les associations pour faire avancer les projets auprès des locataires, pour les porter auprès d'eux. Et puis Nantes Habitat a une spécificité dans les paysages des bailleurs sociaux en général, c'est qu'aujourd'hui on n'engage pas d'opération de réhabilitation sans avoir fait voter les locataires sur le programme de travaux et donc sur l'augmentation de loyer. Alors ça nécessite un surcroît de travail et d'accompagnement en amont auprès des locataires quand il s'agit de réfléchir, de faire l'état des lieux, de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré et de travailler avec eux, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre sur les travaux. Et puis d'aller les faire voter. Alors quand on parle effectivement de la participation citoyenne, du désintérêt de la chose, notamment dans les quartiers d'habitat social, et je peux vous garantir, quand on s'intéresse au logement des habitants, on a des taux de participation au vote qui frisent tous les records qu'on peut connaître. On n'est jamais redescendu en dessous de 65% ces dernières années, et on est plutôt autour de 80 à 90% de taux de participation des locataires sur ces votes-là, et avec le fait s'il n'y a pas un vote majoritaire et un minimum de participants,
on ne lance pas les travaux. Voilà. Et c'est aussi une facilité pour nous, pour la suite, dans le suivi du chantier, ou au moment où il faut venir aussi avec les augmentations de loyer, même si elles sont plutôt limitées dans l'ensemble, c'est aussi une aide très importante au quotidien. Voilà. Ok, merci pour ces compléments. Donc on va pouvoir passer à l'échange. Je vais peut-être commencer par une question. Je me suis fait un petit calcul comme ça. À raison de 350 logements rénovés, on sait que les enjeux sont très lourds sur la rénovation, en particulier par rapport à l'augmentation des charges, évidemment, de chauffage, des charges énergétiques. Mais si je fais un petit calcul, il faut 80 ans pour rénover totalement le parc de Nantes Habitat. Alors j'imagine que ça ne doit pas être tout à fait ça, mais Heureusement. je te laisse peut-être commenter ça. Alors, sur l'AREA, 350, c'est les logements neufs. Sur l'AREA, on sera sur des volumes un peu plus importants. Ouais, 4 à 500. Alors, je ne cache pas qu'on attend aussi beaucoup d'un nouvel acte de la politique de la ville, puisque l'ANRU, toutes les opérations en rue aujourd'hui sont en voie d'extinction, de disparition. On sait qu'il y a des nouveaux programmes qui doivent arriver, parce qu'aujourd'hui, les opérations de réhabilitation sur le quartier de Malakoff, ou pour partie sur les Dervalières, il faut savoir qu'elles sont financées à près de 20% par l'ANRU, donc ce qui est énorme au moment de boucler financièrement une opération. Donc aujourd'hui, on se projette également sur les futurs programmes de réhabilitation avec cet inconnu-là, dont elle espère qu'elle viendra nous redonner un peu de souffle. Il n'en reste pas moins qu'il reste effectivement un certain nombre de choses de réhabilitation à faire. Pour le coup, aujourd'hui, on réintervient même sur des réhabilitations qui datent des années 80, et qui ne sont pas si vieilles que ça. Mais là, à Bellevue, ce soir, au moment où je vous parle, il y a une réunion de lancement d'un vente locataire qui, pour le coup, on réintervient pour partie sur des immeubles des années 80. Il n'en reste pas moins que sur Malakoff, on va avoir réhabilité l'ensemble du quartier. On a fini tout le Clotoro, on a fini Pirmille. Les Dervalières ils sont très bien avancés aussi. Il va nous rester trois grands secteurs, à la fois Bellevue, même si des opérations sont déjà en cours et d'autres sont en train de se monter. Bautières, comme on dit, le vieux quartier de Bautières, là aussi avec des opérations qui sont en cours de livraison, mais encore d'autres à venir. Et puis il reste également Bellevue, Bautières et Nantes-Nord. Pardon, voilà, je voulais parler de Nantes-Nord, qui est pour le coup un des quartiers les moins connus de Nantes Habitat, où on a beaucoup d'habitat vertical, et là où il y a des attentes aussi qui s'expriment. Port-Boyer, on vient de finir à Port-Boyer une très grosse opération de maintenance, notamment on est venu mettre de l'isolation en façade, et je dis de maintenance, ça a son importance parce qu'on a dépensé, le Port-Boyer c'est 10 tours, 1000 logements, on a dépensé 10 millions d'euros de travaux dans des opérations de maintenance, là, un peu plus de 10, 11 ou 12 même je crois, qui se sont terminées l'année dernière. Donc qui dit maintenance, dit, pour le coup, on n'est pas parti en réhabilitation, donc pas d'augmentation de loyer pour les locataires. Et on doit engager une deuxième phase de travaux un peu plus dans les logements dans les années qui arrivent. Et puis c'est intéressant aussi de parler de Port-Boyer. Vous connaissez, l'environnement est exceptionnel au bord de l'Erdre. Mais pour le coup, là, on est une agence qui est dans un ensemble assez homogène et plutôt éloigné de l'agence de Nantes Habitat. Et on a expérimenté et pérennisé sur ce site la réintroduction ce qu'on appelle un bureau de proximité avec une permanence identifiée par les locataires, où on a nos personnels de terrain qui répondent aux questions, aux premières réclamations, qui sont dans la première relation avec les locataires. Mais ça me permet également de parler d'un service qui s'est mis en place à Nantes Habitat en courant 2011, qui était une nouveauté pour nous, qui est un centre de relations locataires. Donc on a un certain nombre de téléconseillers qui ont une vision très large de l'activité de l'office, qui sont des salariés de l'office depuis plusieurs années et qui sont en contact direct avec les locataires via ce numéro unique de 8h à 18h tous les jours. Et les premières années, on a eu 20 000 appels dans l'année pleine. Et là, cet après-midi, j'ai encore vu la responsable qui me disait qu'on serait probablement à 25 000 appels
cette année, appel téléphonique. Alors il y a tout, hein, mais il y a don du lien social, hein, des personnes âgées qui appellent un peu plus régulièrement que d'autres, qui ont aussi besoin d'échanger, de parler, d'avoir des petites informations pratiques. Bon, ça participe également de notre rôle de bailleur social. Et puis il y a un autre sujet également sur lequel moi j'ai bien envie de travailler ou de lancer quelques expérimentations, et on constate qu'il y a un mouvement je ne vais pas dire que c'est un mouvement de fond, mais en tout cas ça refrémit nationalement sur ce sujet-là. C'est qu'on parle de plus en plus de la réintroduction des gardiens. Nous on a des personnels de terrain qui interviennent pour faire la répurgation, pour faire du nettoyage, qui pour quelques-uns sont logés sur place, mais qui ne sont pas identifiés comme tels, avec une loge, et qui ont des tâches finalement assez restreintes par rapport à ce qu'on connaissait des gardiens auparavant. Donc moi, ça me semble une piste intéressante à creuser, à expérimenter et voire à redéployer sur le parc dans les années qui viennent. En tout cas, il y a une demande qui est forte sur le sujet, même des associations de locataires. Ok, merci Yves. Oui, Yves Robin, donc pour le Conseil de développement. Donc j'ai mille choses à m'entretenir avec vous, mais il ne faut pas que je monopolise la parole. Alors là, vous avez parlé du siège de Nantes Habitat, la rue Félix-Faure. Va-t-il être reconverti en parc de logement social, ou va-t-il se retrouver dans les mains d'un promoteur ? Ensuite, concernant les cessions de terrain annoncées par la loi, finalement, est-ce qu'il y a des terrains nantais qui vont être propices aux cessions gratuites de l'État, comme on pense les anciennes dépendances militaires ? Ensuite, j'aurais aussi à évoquer peut-être les réhabilitations, que je connais un peu particulièrement pour avoir été concerné. Voilà, donc c'est bon. Donc j'ai peut-être pas besoin d'y revenir, mais sauf que j'ai jamais eu de réponse, hein, aucune. Et non. Mais bon, donc on va pas. Mais bon, c'est vrai que le sujet de l'amiante et tout ça, c'est vrai que il est bien que on ne soit pas mêlé pendant les travaux, parce que moi j'ai vu dans mon quartier comment que ça se passait. Ensuite, il y a aussi le problème des APL. Les APL souvent servent un peu à avaliser les rénovations, mais il faut savoir quand même que tout le monde n'est pas éligible aux APL. Donc ça, c'est un sujet aussi des fois sur lequel j'ai quelques observations à faire. Et ensuite, il y a un autre problème dans le parc privé. Vous savez, on parle du mètre carré, le prix au mètre carré de la location. Tandis que là, on est dans un contexte très particulier qui fait qu'on ne peut pas... le mètre carré n'est pas une référence. Parce qu'on peut avoir un appartement à Bellevue qui va coûter, comme on disait tout à l'heure, 124 €, et puis un autre rénové qui sera le double. Donc c'est tout le problème. Comment on va pouvoir, en somme, mettre à égalité des locataires face à une telle situation ? Parce que on est dans un F3 et puis selon l'endroit, on va payer le double, quoi. Donc voilà un certain nombre de petites observations déjà. Oui, on va laisser des questions pour les autres. Et il y a beaucoup de questions effectivement. Mais d'ailleurs, contrairement sur votre dernière question, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Bellevue n'est pas un quartier bon marché. Au contraire, c'est un quartier où les loyers sont plutôt élevés. Alors, les loyers, malgré tout, sont rattachés à une surface, ça c'est indispensable, mais ce qui est plus contraignant, et ce qui fonde le prix des loyers, c'est les périodes de financement, et c'est les prêts de l'État qui ont été adossés à ces constructions tout au long de l'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des loyers plus élevés que d'autres, et d'autres moins, et des situations qui sont souvent pas compréhensibles, mais même à l'intérieur d'un même bâtiment. Aujourd'hui, vous livrez un logement neuf, qui n'est pas forcément dans lequel il y a des loyers en plus, des loyers en PLAI, en PLAIR, en plus cédés en rue. Donc, et vous avez quelquefois sur le même palier des appartements identiques et pour lesquels il y a des écarts de loyer de 20 à 25% parce qu'ils n'ont pas tous été bâtis sur le même mode de financement. Certains avaient des conditions plus avantageuses pour avoir des prix de sortie de loyer beaucoup plus faibles. Donc en tout cas, ça renvoie à un débat beaucoup plus large qu'ont aujourd'hui l'ensemble des bailleurs sociaux réunis au sein de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, et qui est celle d'une uniformisation des gammes de patrimoine et de la mise en cohérence des loyers, à la fois pour les déconnecter de leur période de financement, et qui soit, mais là en raisonnant à loyer constant, mais qui soit plus en rapport avec l'état du bâti, avec son histoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui,
les pavillons les moins chers à Nantes Habitat, c'est ceux qui sont en Cité Jardin, par exemple. Et pourtant, c'est ceux qui ont le plus de cachets, qui sont dans des espaces généralement bien desservis, qui ont des jardins et autres. Donc voilà, on sait aujourd'hui que le poids de l'histoire fait qu'il y a cette somme d'incohérence dans les loyers du parc, et sur lequel il y a un travail de fond, mais qui s'étalera sur une dizaine d'années, pour corriger ces inéquités, qui est sur le point de s'engager avec les bailleurs, c'est ce qu'on appelle la remise en ordre des loyers. Voilà, mais c'est un vaste sujet. En ce qui concerne les appels, effectivement, elles peuvent rentrer en compte dans les programmes de réhabilitation, et de toute façon, c'est une attente d'un certain nombre de locataires de faire des projections sur les loyers après réhabilitation pour voir effectivement quel est le taux de couverture de l'APL, si le reste à payer du loyer fluctue ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des locataires, on le sait, hein, qui payent 3-4 euros de loyer par mois, puisqu'ils ont quasiment la totalité qui est couverte par les APL. Il n'en reste pas moins que, par exemple, en termes d'exemple, à Malakoff, on investit 75 000 euros par logement, un T3, c'est une augmentation de 20 euros par mois de loyer. Donc au regard de la masse des financements, malgré le contexte économique et social, malgré la précarité d'un certain nombre de locataires, 20 euros, les plus précaires de toute façon sont couverts généralement par l'APL, et au-delà de ça, et c'est aussi pour ça qu'on vote sur ces opérations-là, finalement les 20 euros, si on les rapporte à un prix journalier, ils passent effectivement un peu plus facilement, ne serait-ce quand on voit l'amélioration du cadre de vie qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaissait avant. Mais c'est vrai que les loyers, de toute façon, c'est un vrai sujet, d'autant plus dans les opérations de réhabilitation. Un mot sur la politique de l'État, la cession du foncier public. Le foncier est évidemment pas vendu directement auprès de Nantes Habitat et des bailleurs sociaux, mais bien auprès de la collectivité. Donc là, les négociations sont en cours, notamment pour la caserne Mélinette ou pour l'ancienne prison dans le centre-ville. Mais ce qui est aujourd'hui certain pour nous, c'est que Nantes Habitat est partenaire central et privilégié de la ville en termes de logement social, mais pas exclusif. Il y a d'autres bailleurs qui interviennent, évidemment, sur le territoire. Mais en tout cas, on a la garantie aujourd'hui que quand ces opérations sortiront, que Nantes Habitat sera partenaire de celle-ci. Voilà. Et puis, pour finir, juste sur le siège, là, on discute avec la ville pour bâtir un projet urbain sur le site du siège. Et il va sans dire qu'il y aura de toute façon un minimum de logements sociaux sur ce site-là après le départ de Nantes Habitat à la fin 2014. Voilà, ça c'est un impératif. Construire du logement social sur ce site. Voilà. Christian ? Oui, Christian Davias, Conseil de développement. Dans la dernière diapo, on a vu des programmes appelés logements bleus, des EHPAD, destinés, disons, aux locataires vieillissants. À l'autre extrémité générationnelle, nous avons auditionné des groupes de jeunes, 18 à 25 ans, et il apparaît que l'accès au logement est un de leurs soucis. Faute de moyens, ils privilégient souvent la colocation. Alors ma question, elle est double. Dans les programmes de Nantes Habitat, y a-t-il une place pour la colocation ? Et si oui, les logements destinés à ce type d'occupation ont-ils une spécificité qui les rend propres à la colocation ? Sur le logement des jeunes et sur la colocation, on a lancé en partenariat avec une association dans le cadre notamment de services civiques, et donc avec des programmes pédagogiques d'investissement sur les quartiers, des systèmes de colocation pour étudiants. On a aujourd'hui 4 ou 5 appartements, notamment sur le quartier de Bellevue, qui sont fléchés sur système de colocation, mais c'est un système qui n'a pas été généralisé à l'ensemble du parc, mais qu'on souhaite malgré tout développer dans les prochaines années. Nantes Habitat a eu d'ailleurs dans son histoire, dans des périodes, beaucoup de logements qui étaient réservés par le Crous. Et finalement, le Crous s'est retiré peu à peu parce qu'il y a aussi une politique de construction de nouvelles résidences universitaires. Et de toute façon, la difficulté pour Nantes Habitat sur des logements dits familiaux, de pouvoir accueillir des étudiants, c'est qu'il y a souvent un bail qui est rompu à la fin juin et avec une période de vacances. Et voilà.
et donc un surcoût de gestion inhérent. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres partenaires qui sont plus spécifiquement sur le logement des jeunes étudiants et sur le logement des jeunes travailleurs. Et puis on a également lancé une opération également sur Bellevue l'année dernière, en fin d'année dernière, de décohabitation, parce qu'on sait qu'il y a également un certain nombre de demandes de jeunes qui sont aujourd'hui logés dans le parc social et qui souhaitent quitter le logement familial, le logement des parents. Et on a engagé un travail sur une cinquantaine de logements qu'on avait identifiés avec des enfants majeurs qui avaient demandé un logement social. Et on a travaillé sur la qualification de leurs demandes. Et de mémoire, il y en a 17 ou 18 qu'on a pu reloger comme ça. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'on a eu du très bon retour de cette expérience. Alors, ça prend du temps. On l'a fait avec les services logement de la ville notamment. Mais je pense clairement que c'est un type d'opération qu'il faudra qu'on développe par la suite, notamment pour répondre à cette demande et à cette attente. Quel micro? Oui, Alain? Oui, Alain Louénave, Conseil développement. Vous avez cité 2 chiffres au départ. Le premier chiffre, c'est le 24 000 logements. Et à côté, vous avez mis 46 000 personnes logées. Donc, si je fais une division relativement simple, ça veut dire que par logement, il y a moins de 2 personnes logées. Alors, où est-ce que je me trompe dans votre équation? Alors que vous parliez de F4, F5, F6. Voilà. Ouais. Il y a à la fois des fortes disparités entre agences. Qui font que, par exemple, aujourd'hui, la majorité des T6 du parc de Nantes Habitat sont concentrés sur une agence. Donc on sait que dans cette agence, la moyenne de locataires au logement est de 2,4 personnes. Alors dans ces 24 000 logements, c'est un peu la façon, c'est un peu barbare la façon dont sont comptabilisés un certain nombre de logements, parce qu'on raisonne aussi en équivalent logement. Donc aujourd'hui, on a 22 000 logements locatifs sociaux familiaux pour lesquels j'irai directement par Nantes Habitat. Et les 2000 logements restants sont des équivalents logements dans lesquels il y a des ratios qui font que 2 ou 3 logements font un équivalent logement. Et là, dans ce cas-là, on compte les chambres en EHPAD, en RPA, en foyer logement, en foyer de jeunes travailleurs. Donc ça fausse un peu la statistique pour le coup. Donc le chiffre sur lequel il faut mieux se baser, c'est plutôt les 22 000 logements locatifs familiaux. Voilà. Mais juste un mot pour finir, il n'y a pas de spécificité sur ce sujet-là, particulière aussi de Nantes Habitat. Il y a aujourd'hui de mémoire, je crois qu'il y a un Nantais sur 2, je ne parle pas de Nantes Habitat, là, en général, qui vit seul chez lui. Hein. Ces tendances-là, on les retrouve aussi dans le parc. Hein. Les familles monoparentales et les personnes seules, on en a aussi beaucoup parce qu'on a une forte proportion de T2. Patrick? Oui, bonjour. Patrick Ardois, invité. Vous avez dit que le fait que Nantes Habitat était sur la seule ville de Nantes constituait une anomalie. Moi, je voudrais savoir si les 23 autres communes attendent avec impatience Nantes Habitat. Je ne sais pas si elles attendent avec impatience Nantes Habitat. En tout cas, je pense que cette capacité à intervenir sur la métropole, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à quelques maires, il faut plutôt le voir comme un outil supplémentaire à la fois à la disposition de la métropole, dans le cadre du long cheminement qui a été le sien dans la montée en charge de la compétence habitat depuis 2002-2003, le premier PLH, la délégation des aides à la pierre, les AC Habitat, et puis la préfiguration de la conférence intercommunale du logement, et puis l'éventuel rattachement, l'adossement de Nantes Habitat, à la métropole, comme c'est le cas aujourd'hui, je crois que dans les 20 plus grandes agglomérations françaises, à part Nantes et Marseille, pour des raisons différentes, nous sommes aujourd'hui et Paris, mais Paris étant à la fois département et commune, nous sommes les 3 offices qui ne sont pas rattachés à une agglomération. Donc voilà le paysage institutionnel en France aujourd'hui. Après, est-ce qu'elles nous attendent avec impatience? En tout cas, ce qui peut faire la spécificité de Nantes Habitat, c'est qu'on est aussi un bailleur qui vient avec une palette d'outils multiples, avec à la fois la capacité de faire de l'accession sociale à la propriété.
de construire des crèches, comme on le fait par exemple pour le compte de la ville de Nantes. Aujourd'hui, on a en construction 3 crèches dans le cadre de programmes de logement, mais avec également des savoir-faire sur ce sujet-là, des savoir-faire sur les logements des personnes âgées en général. Donc ça, c'est des atouts certains pour se vendre. Et puis aussi le fait d'être un opérateur public, avoir une habitude assez forte des politiques de concertation auprès des habitants. Et puis pour certaines, c'est aussi, je l'ai déjà entendu de la part de maires, c'est aussi, ça participe également de leur volonté de diversifier les bailleurs intervenant sur le territoire de la commune. Et puis la capacité aussi à peser probablement un peu plus sur les stratégies d'un bailleur public que d'une entreprise sociale pour l'habitat. Voilà. Ok, oui, monsieur Drogou, Jean Drogou. Oui, bonjour. Sachant que les familles nombreuses sont amenées dans le temps à diminuer les enfants partants, avez-vous un moyen de coercition pour faire passer les familles d'un T5 à 1, 2, 1, 3 pièces? La loi Boutin permet effectivement de mettre en œuvre un certain nombre de moyens de coercition, notamment pour traiter les problèmes de sous-occupation de logement. Et clairement, quand on parle de sous-occupation de logement, on parle de personnes âgées. J'ai visité quelques appartements dans ces cas-là. Les personnes âgées ont toujours un peu d'appréhension, c'est bien normal. Mais pour le coup, Nantes Habitat a toujours refusé de se lancer dans les moyens coercitifs pour faire partir les personnes âgées de ces logements. Alors on peut s'interroger sur cette posture, mais en tout cas elle est assumée aujourd'hui par le bailleur. On n'obligera pas une personne âgée qui a construit son histoire personnelle depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ce logement, qui a vu grandir ses enfants, partir ses enfants, qui a vécu des joies et des drames aussi dans ce logement, les inciter à partir. Ça, on s'y refuse aujourd'hui. Par contre, notamment à l'occasion de programmes de réhabilitation, on engage un travail auprès des locataires en leur proposant éventuellement de les prioriser sur des logements un peu plus petits, où le loyer est moindre, où l'entretien du logement est moindre, ou éventuellement même de les accompagner vers des logements bleus quand il y a des problèmes d'accessibilité aux étages ou d'autres sujets d'organisation de l'appartement qui est moins facile au quotidien. En tout cas, on n'a pas pris ce pli-là. Et d'ailleurs, ça renvoie à un autre sujet. Il y a à la fois le sujet de la sous-occupation, mais ça renvoie aussi au traitement de la suroccupation, évidemment. Par contre, il y a des sujets, il y a des programmes intéressants là, qui se mettent en œuvre, notamment dans la région de Grenoble, il me semble, de bourses d'échange de logements sociaux, où là, on met en réseau justement des demandes de personnes qui seraient intéressées juste pour avoir un logement plus grand ou un logement plus petit, et donc de faciliter des échanges et finalement de trouver un logement qui correspond un peu plus aux attentes ou aux capacités ou aux moyens de la personne ou qui est plus proche de son lieu de travail. Donc on regarde aussi ces sujets-là avec attention. Oui, mais c'est une question sur la vente des logements. Comment procédez-vous? Je suppose que c'est un immeuble ou toute une cage d'escalier qui est proposée à la vente en même temps pour faciliter la gestion future. Tout à fait. Sur la vente, d'ailleurs, j'aurais pu également indiquer que la position du conseil d'administration est assez unanime sur le sujet, notamment des associations de locataires. Je pense que c'est un fait qui est plutôt rentré dans les mœurs. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est évidemment qu'on a travaillé à l'identification de ces logements et notamment aux conséquences que ça engendrerait en termes de création de copropriété. Donc on a aussi évacué de la liste des logements qui étaient en attente de réhabilitation forte pour ne pas qu'elles viennent peser ensuite sur l'acquisition des familles. Comme de la même manière, on ne vendra pas des immeubles qui ont été réhabilités récemment, puisque pour le coup, les capacités, le bien est loin d'être amorti, et donc il est moins intéressant, notamment en termes de reconstruction pour Nantes Habitat, de vendre ces biens-là. Donc on va tâcher aussi de vendre des biens dans l'ensemble des quartiers, comme le préconise le programme local de l'habitat.
Et puis enfin, de ne pas vendre les bijoux de famille trop rapidement. Et puis de ne pas non plus survendre des pavillons par rapport à la proportion qu'ils représentent dans le parc. Aujourd'hui, les pavillons, c'est à peu près 4 à 5% du parc de Nantes Habitat et ça sera la même proportion mise à la vente. Et puis, un petit point également intéressant, c'est que régulièrement, on reçoit des coups de fil ou des courriers de personnes qui nous interrogent sur l'acquisition de leur logement. Bon, c'est un sujet qui a largement été évoqué nationalement par les médias ces dernières années, mais en tout cas, nous, on est régulièrement sollicités, notamment très simplement, dans des logiques personnelles de préparation de la retraite, de création d'un capital. Voilà, là, on est sur des schémas très classiques, mais qu'on retrouve à l'échelle du parc. Et il y a un élément d'ailleurs qui est important dans le cadre des créations de copropriété, c'est qu'on a choisi, à la fois parce que c'est un métier différent du nôtre, c'est un métier qui n'est pas rentable non plus quand on gère quelques lots, d'externaliser la gestion de ces copropriétés. Et là, on a choisi 2 partenaires qui ont des vrais savoir-faire en la matière et dont on sait qu'ils sont philosophiquement proches, mais même très proches du monde du logement social, puisqu'on a fait le choix de travailler avec le CIF pour les futurs copros liés de la vente aux locataires et avec Harmonie Habitat pour les copros issus de l'accession sociale à la propriété. Voilà. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot un peu du bout des lèvres, le mot peuplement. Comment ça se passe, une politique de peuplement, ou que ce soit ce mot-là ou un autre, quels sont les critères sociaux, générationnels, etc. Aujourd'hui, je pense que le peuplement, c'est la matière la plus compliquée, la plus difficile dans un office. À la fois parce que de toute façon, les caractéristiques des familles, elles évoluent dans le temps. Et une famille qui est rentrée il y a 10 ans n'est plus foncièrement la même 10 ans après. Et puis après, il y a un certain nombre de peuplement qui est subi. Aujourd'hui, donc, on a une commission d'attribution des logements toutes les semaines à Nantes Habitat, qui passe en moyenne 50 à 60 dossiers par semaine. Donc là, les collaborateurs de l'office vont piocher dans le fichier commun de la demande, dans les 16 000 demandes ciblées sur Nantes. Et là, j'aime mieux vous dire que c'est un travail très compliqué, notamment parce que la demande n'est pas toujours qualifiée. Et donc, il faut passer beaucoup de coups de fil avant de pouvoir proposer des candidats au passage à la commission d'attribution des logements. Et là, la commission, qui est composée à la fois de représentants de l'État, de la ville, de la CAF, des associations de locataires, d'élus de la ville, valide un classement en fonction des candidats qui lui sont proposés. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance, elle est, et pas seulement parce que le précédent gouvernement avait abaissé les seuils financiers, les seuils de revenus d'accès au logement social. La tendance est quand même à de plus en plus de candidats dans des situations de précarité et c'est pas propre à Nantes Habitat. J'ai échangé avec les collègues de la Nantaise d'habitation qui connaissent les mêmes phénomènes aujourd'hui. Et on voit de plus en plus de ménages avec 4, 500, 600 euros de revenus par mois. Alors certes, il y a l'APL, mais malgré tout, il reste des restes à vivre et des restes à vivre très limités, des taux d'effort très importants. Il y a une partie du peuplement aussi qu'on ne maîtrise pas, notamment puisqu'il existe ce qu'on appelle le contingent prioritaire préfecture, où là qui pèse par exemple sur une opération neuve qui pèse jusqu'à 20%, qui pèse 20 à 25% des attributions de ces logements neufs. Et là, l'État est plutôt dans une démarche statistique, c'est-à-dire suivant un certain nombre de critères. Les demandeurs sont classés prioritaire préfecture 1, 2, 3, 4, 5. Et puis l'État transmet ses candidatures sans vraiment qualifier la demande parce que l'État n'a plus les moyens de le faire. C'est d'ailleurs un des enjeux de la future loi sur l'acte 3 de la décentralisation, en cours de négociation actuellement, qui doit voir théoriquement les agglos monter encore en compétence sur tout le volet peuplement, notamment au détriment de l'État. Nantes Habitat, pour sa part, et les bailleurs du Grand Ouest subissent peu la loi DALO et le droit au logement opposable, contrairement à la région parisienne ou dans le sud de la France où les situations sont absolument pas comparables. Et donc voilà un peu la situation dans laquelle on est sur les attributions au quotidien.
Et puis aujourd'hui, on prend le temps aussi quand un bâtiment neuf qui arrive, par exemple, de réfléchir très simplement à la répartition des familles au sein même de cet immeuble, en fonction des revenus, en fonction de la composition des familles, du type de loyer. On essaye de répartir équitablement les personnes, notamment les contingents prioritaires préfecture, équitablement au sein du parc, et non pas de les surconcentrer dans quelques immeubles et donc de concentrer les problèmes. Il y a d'ailleurs un collègue bailleur social qui aujourd'hui se mord les doigts d'avoir eu ce type, dont je tairai le nom, et le quartier de Nantes, il se mord un peu les doigts d'avoir concentré dans un ou deux immeubles des populations théoriquement plus en difficulté que d'autres, même si tout n'est pas aussi schématique que cela. Donc il nous faut aussi avoir cette approche bien spécifique. Et puis il faut quelquefois aussi subir des choix de peuplement en invitant ou en accompagnant quelques familles un peu plus fortement dans des déménagements ou dans d'autres localisations, puisqu'il ne suffit pas de grand monde pour faire partir en vrille la vie d'un immeuble. Une personne, ça suffit, hein. Voilà, donc on a aussi... et pourtant, la justice est très très lente. À la fois elle est lente sur ces dossiers-là, et il est très difficile de faire expulser un locataire pour les troubles de jouissance collective, et Dieu sait qu'il y en a, et malheureusement on voit plutôt les personnes qui subissent les troubles partir, que les juges sont très 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 réservés sur les expulsions pour ce type de troubles, et ça c'est une vraie difficulté pour les bailleurs et même pour les associations de locataires qui connaissent la difficulté qu'on a à traiter ces situations, et qui elles-mêmes, et pourtant Dieu sait qu'on parle d'expulsion là, souhaiteraient que la justice soit un peu plus sévère avec ces locataires-là. Je voulais vous poser une question sur Thierry Hay, l'association du Cobati, sur en fait les objectifs du gouvernement sur la production de logement social. Philippe Lodic a remarqué que finalement on ne faisait peut-être pas tant que ça non plus à Nantes Habitat, et peut-être sur l'agglo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous atteignez les objectifs pour être en phase avec cette production? Et sinon, quelles sont en fait les raisons? Est-ce qu'il y a un problème de financement? Et si en fait du financement, les leviers qui sont le foncier, le coût de construction, comment vous comptez agir dessus? Je veux dire une chose en général de mémoire, si la production de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération, c'est le nombre d'agréments. Cette année, l'année dernière, c'était près de 2000 logements sociaux. Donc si on fait une échelle entre ce que pèse le nombre d'habitants de l'agglo en France et la France, on est au-delà, avec une projection stricte au niveau de l'agglo et mathématique, un peu théorique, on est au-delà des 150 000 logements sociaux par an. Sauf que Nantes n'est pas la France entière, et que 2000 logements sociaux par an, ça me paraît effectivement le bon rythme pour accompagner le mouvement vers les 150 000 logements sociaux. Après, vous savez comme moi que les opérations mettent du temps à se monter. On a aussi la contrainte à Nantes Habitat, la contrainte du Code des marchés publics aussi, qui impose des délais un peu plus longs, même si aujourd'hui d'autres modes d'évolution des marchés nous permettent de gagner du temps, notamment la conception réalisation. Alors, sur la relance des politiques d'habitat, il y a aujourd'hui des éléments financiers, mais qui, à l'échelle de 2-3 ans, des 2-3 ans à venir, ne posent pas véritablement de problème pour l'ensemble des bailleurs publics de Loire-Atlantique, puisque la programmation est connue et la capacité à investir est maîtrisée. Alors il y a plus de questions pour la suite, mais en même temps on est comme l'économie aujourd'hui, on subit un certain nombre de contraintes qu'on ne maîtrise peu. Alors il y a l'évolution du taux de livret A qui pèse sur nos comptes. On pourrait rajouter les fluctuations du taux de TVA, dont on espère des bonnes nouvelles à compter du 1er janvier. Mais à côté, il y a des surcoûts qui naissent à droite à gauche. Il y a l'État qui souhaite aussi renégocier ce qu'on appelle de manière un peu technique les marges de loyer, donc les prix de sortie des loyers, alors que mécaniquement, si on baisse le prix des loyers, il faut que le bailleur social se réendette
seraient en dette plus longtemps. Donc aujourd'hui, je pense que les objectifs de 150 000 seront difficiles à atteindre. Il ne faut pas se cacher sur ce sujet-là. D'autant plus que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a une part importante de la production qui naît de la VFA pour les bailleurs sociaux, et qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à la régression pour les quelques années à venir. Donc voilà un peu le contexte. Donc, construire plus, ça nous oblige nécessairement à réfléchir sur les coûts de travaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la surface des logements, sur des procédés constructifs industrialisés. Et puis il faut regarder l'ensemble de la chaîne de production. Ça va des honoraires aux coûts de sortie, aux matériaux. On sait aussi qu'il coûte plus cher de construire sur Nantes. La question des parkings et de l'infrastructure est une vraie question, parce que faire des parkings souterrains, ça coûte excessivement cher au logement, et ça renchérit le coût du logement en général. Quelquefois, on se trouve aussi face à quelques urbanistes ou architectes dans certaines ZAC dont on pense que du point de vue des matériaux ou de la conception du plan masse, c'est pas de nature à réduire la facture. Donc on a engagé aussi un travail avec la collectivité sur ce sujet-là, un travail de sensibilisation. Voilà, un certain nombre de leviers qui sont en notre possession et d'autres qu'on maîtrise beaucoup moins. Le coût du foncier, un dernier élément, aujourd'hui on achète la charge foncière à 180 € du mètre carré dans les actes publics. Le coût du foncier, il pèse en moyenne 12 à 13% dans les coûts des opérations. Il pèse pas tant que ça, c'est important, mais je ne pense pas qu'il y ait une marge énorme à aller chercher sur du foncier, à moins d'avoir du foncier à 0 € de la part des aménageurs publics. Mais de toute façon, il faudra retrouver ce coût ailleurs dans le bilan de l'opération ou sur la vente de logements en accession. Et donc, on est sur des équations plutôt pas réalistes. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors Yves, j'attends, il y en a... Oui, vous parliez tout à l'heure de concertation avec les locataires lors de programmes de réhabilitation. Qu'en est-il lors de la construction de logements sociaux? Est-ce qu'il y a une concertation qui est organisée avec la population autour du logement social, enfin de la construction de ces logements? En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, l'image du logement social crée encore des crispations, ou comment c'est vécu par la population? Le logement social crée encore clairement des crispations aujourd'hui, ça c'est une évidence, même si on a un peu moins. J'ai déjà eu l'occasion d'en avoir la preuve dans des échanges avec quelques riverains, même si on le dit un peu moins clairement malgré tout, il y a quand même de l'appréhension. Après, sur la concertation, elle est beaucoup plus poussée à l'interne, effectivement, sur le programme de réhabilitation qui concerne directement les locataires. Dans le cadre des opérations neuves, quand on construit sur des fonciers Nantes Habitat, donc à proximité de nos quartiers d'habitat social, on assume et on porte une information directe auprès de nos locataires, mais on replace ça d'ailleurs dans un cadre plus large pour eux, c'est-à-dire la possibilité là de s'inscrire dans des parcours résidentiels dans son quartier auquel il y a souvent un attachement assez fort, de pouvoir donc permettre d'imaginer avec des personnes qu'elles peuvent se projeter d'un logement qu'elles habitent depuis 10 ou 15 ans, 20 ans dans leur quartier, et puis d'aller vers un logement neuf dans ce même quartier, même si le prix de sortie est un peu plus élevé. Et après, sur la concertation avec les riverains, quelquefois, d'ailleurs, on a des riverains qui viennent se greffer spontanément sur des concertations qu'on a, nous, avec nos locataires, ce qui est un peu compliqué à gérer, puisqu'on n'est pas sur les mêmes... on n'est pas totalement sur les mêmes sujets, mais on l'a vécu notamment sur le secteur des bourderies récemment. Et puis après, en termes d'information, là on s'inscrit aussi dans tous les schémas de concertation publique de la ville, dans les conseils de quartier et autres, pour présenter nos projets. Et puis, de toute façon, on est obligé d'avoir une approche un peu particulière, puisqu'on est, malgré tout, on reste le bailleur de la ville de Nantes. Et on n'est pas dans la même logique que celle, effectivement, d'un promoteur qui va présenter le projet au quartier. Quand Nantes Habitat vient, c'est aussi une part de la collectivité qui vient, donc qui nécessite pour nous d'avoir une approche spécifique de l'environnement. Voilà. Une question, Yves, oui, s'il te plaît. Juste sur les points. Est-ce que Nantes Habitat a
des logements réservés dans les programmes immobiliers privés et comment ça fonctionne? Effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Donc c'est un certain nombre d'acquisitions qu'on fait auprès des promoteurs qui sont obligés de céder une partie de la programmation en fonction d'un certain nombre de seuils de mètres carrés ou du nombre de logements à des bailleurs sociaux. Donc on achète ces logements sur des prix qui sont dans le cadre de prix qui sont fixés par la collectivité et qui pour le coup sont de 2085 € au mètre carré à peu près en moyenne, donc ce qui fait des logements à des tarifs très raisonnables, presque induit d'autres questions, hein. C'est le poids du financement de ces logements sociaux par les personnes qui font l'acquisition de logements, que ce soit comme investisseur ou comme propriétaire occupant. Ça renvoie à ces questions-là. Donc on a un travail de fond, un travail partenarial avec l'ensemble des promoteurs de la place, comme nos collègues bailleurs, donc d'identification des opérations, de sélection des programmes. Et ça peut aller de 3-4 logements dans un petit immeuble jusqu'à une cage d'escalier qui est identifiée et qui est réservée pour l'habitat. Nous, on préfère de manière générale, pour des questions de gestion, pouvoir travailler sur une cage d'escalier identifiée, mais il y a des programmes sur lesquels, sur le même palier, vous trouvez des logements à 2000 € du mètre carré et à 5000 la porte en face. Donc c'est plutôt spécifique effectivement comme cohabitation. Et voilà, donc il y a ce travail après qui se fait aussi. Voilà, ça c'est pour le coup c'est de la vraie mixité. Et puis surtout, moi l'avantage incomparable que je vois, c'est que ça permet aujourd'hui aux bailleurs sociaux et à l'Habitat d'être présents dans un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers centraux, sur lesquels on est incapable de venir lutter contre les promoteurs sur le prix du foncier, et pour le coup d'avoir du patrimoine diversifié et implanté dans des quartiers dits attractifs. Gérard ? Oui, je voulais juste revenir sur ton objectif de 2000 logements sociaux par an. À 25%, ça fait... Non, c'est pas ça ? 2000 logements neufs ? Oui, 2000 logements sociaux. Là c'est ce qui est dans les cartons aujourd'hui, c'est ce qui va être livré d'ici 2016. Mais l'objectif de logement neuf, c'est 350 par an. Après, ça représentait 2000 logements par an. Non, c'est pas faisable. Quelque chose que j'avais pas. C'est pas réaliste et pas faisable. C'était très court, effectivement. Oui, bonjour, Jérôme Dion. Je voulais vous interroger sur revenir déjà sur la question du commerce. Vous l'avez évoqué tout au début de votre présentation. Vous disiez que vous aviez 180 commerces ou locaux commerciaux sous votre gestion. Je voulais savoir quelles étaient vos intentions à ce sujet-là en termes de commerce, de services, voire d'équipements publics qui pouvaient être intégrés à des programmes ou en partenariat avec la mairie de Nantes dans les quartiers dont vous vous occupez. Oui, il y a d'ailleurs deux approches distinctes. Il y a à la fois ce qui est plus classiquement du local commercial, qui est souvent imposé par les programmes des ZAC ou par l'environnement dans lequel on est. Et là, il y a encore beaucoup d'opérations sur lesquelles aujourd'hui on bâtit des locaux commerciaux qui sont soit vendus, soit loués. Ça dépend. Il n'y a pas d'approche systématique sur ces questions-là. Là, par exemple, on est en train de signer la promesse là, pour un grand local commercial juste à côté des machines de Lille. On vient de vendre 500 mètres carrés à un restaurateur. Donc pour le coup, là, on s'est positionné clairement sur la vente. Après, là où je fais une distinction, c'est qu'il y a un certain nombre de programmes sur lesquels on bâtit, mais dès en amont, vu les spécificités de ces programmes, on bâtit des programmes d'équipement public. Et là, généralement, c'est avec la ville. Évidemment, quand il s'agit de crèches, souvent, de résidences pour personnes âgées, mais également avec d'autres réseaux associatifs. Là, on a un programme de crèche, par exemple, avec les orphelins apprentis d'Auteuil, sur un quartier, avec des associations d'insertion sociale. Donc voilà, il y a une grande diversité de partenaires, avec la Croix-Rouge également, il y a des projets en cours, avec les Restos du Cœur. Alors bien souvent, il y a la ville qui nous accompagne sur les négociations, ou c'est la ville qui nous apporte la demande, et puis on voit en fonction des équilibres de l'opération notre capacité à louer, les prix de sortie et le mode de gestion à venir.
Donc ça, c'est dans le cadre des opérations neuves. Et puis il y a tout le parc existant. Et c'est vrai que dans les grands quartiers d'habitat social, il y a une partie de locaux qui sont des locaux commerciaux et puis une partie de locaux qui sont des locaux dans lesquels sont présents les équipements publics, les équipes de quartier ou un certain nombre d'associations également via de sous-location auprès de la ville. Voilà. Oui, moi c'était juste un point complémentaire par rapport à la question de la VEFA, du partenariat public-privé. Je sais que l'UNPI a attaqué le logement social et je me demandais si c'était justement sur ce sujet-là. L'UNPI, Union nationale de la propriété immobilière. Oui, ils nous ont effectivement ils ont attaqué le logement social. C'est pas sur ce sujet-là. Non, ils ont attaqué le logement social auprès de la Commission européenne, effectivement, sur des problèmes de seuil de revenus. Et de distorsion de concurrence entre les bailleurs privés et les bailleurs publics, puisque les bailleurs publics offrent des loyers subventionnés par la puissance publique et donc créent des distorsions de marché par rapport à des propriétaires bailleurs privés qui, eux, ne bénéficient pas de subventions publiques pour mettre leurs biens sur le marché. Voilà, c'est par ce biais-là qu'ils ont attaqué, et le recours est en cours d'examen aujourd'hui à Bruxelles suite à cet recours effectivement de l'UNPI. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans le peuplement entre guillemets de Nantes Habitat, quelle est la proportion de personnes, de familles qui quittent, je dirais spontanément, son habitat, son immeuble, son appartement, pour partir vers d'autres structures locatives ou passer le pas pour une accession à la propriété qui n'est pas dans le cadre de ce que vous proposez en accession à la propriété. Quelle est la proportion de locataires de Nantes Habitat qui quittent spontanément votre structure? Il y a à peu près 1300 à 1400 locataires par an qui quittent le parc, mais pour des raisons très variées. Effectivement, pour de l'accession, il y en a, même si elle se fait le plus souvent en dehors de Nantes ou dans la 2e ou la 3e couronne, pour des raisons de mobilité géographique, mais aussi pour des raisons de rapprochement familial. Voilà. On n'a pas d'enquête qualitative très poussée sur les départs, mais il y en a régulièrement tous les ans un lot important, mais qui contribue d'ailleurs au taux de rotation plutôt élevé, au-delà même du traitement de la mutation. Mais j'avais vu quelques statistiques, effectivement, il y a beaucoup de gens parmi les départs, il y en a effectivement beaucoup qui partent dans le cadre d'acquisition en deuxième et 3e couronne nantaise, effectivement. Bruno Déhay du Conseil de développement. Je voudrais savoir quel est le taux de loyer impayé que vous avez et est-ce que les impayés peuvent se conclure par une expulsion? Effectivement, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Nantes Habitat, c'est donc 24 000 logements équivalents logements, c'est entre 12 et 15 expulsions par an. Donc c'est vraiment une solution ultime. Et généralement, quand on procède à une expulsion, on s'inscrit dans des processus qui ont duré des années et des années, dans lesquels on a tout tenté, des conciliations, des plans d'appurement qui peuvent être quelquefois de 10 € par mois ou plus. On est vraiment au bout d'une démarche qu'on n'a jamais réussi à faire aboutir. C'est vraiment une démarche ultime, l'expulsion chez nous. En ce qui concerne les impayés, aujourd'hui, on a, en début des années 2000, Nantes Habitat avait 15 millions d'euros d'impayés en permanence, en trésorerie, 15 millions de sorties. C'était pas un des points forts de l'Office, clairement. L'Office était un peu aussi réputé pour être un peu souple sur les impayés. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un énorme travail qui a été entrepris depuis 2002-2003 sur cette question-là. Aujourd'hui, on tente de maintenir les impayés autour de 5 millions d'euros sur un chiffre d'affaires annuel de loyer de 82 millions d'euros. Donc on tourne autour de 7% d'impayés à peu près, ce qui est des ratios plutôt bons par rapport à l'ensemble des bailleurs sociaux, mais qui pèsent évidemment, qui continuent à peser sur nos résultats d'exploitation, avec malgré tout une augmentation de l'impayé ces derniers mois qui est liée au contexte. Mais on a
une attention particulière à ces sujets-là et on sait que on intervient très 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 rapidement auprès des locataires. Au bout de quelques jours, quand le loyer n'est pas payé, on fait partir un courrier, et puis 2 courriers, on sollicite les gens parce qu'on sait que c'est à ce prix-là. Il y a des visites au domicile également. Donc c'est une fonction qui n'est pas évidente pour les collaborateurs qui sont chargés de cela. Mais ça fait partie des métiers de base du bailleur, effectivement. Et c'est un vrai sujet de préoccupation. Et en tout cas, c'est un indicateur qui est suivi de manière très, très fine tous les mois. Et est-ce que vous avez des dispositifs de garantie par rapport à ces loyers impayés ou non. Pas du tout? Non, aucun dispositif de garantie des loyers d'impayés, oui, tout à fait. C'est impact direct sur les comptes de l'office. Je vais profiter, puisque j'ai repris la parole. Le logement social a souvent été finalement porteur d'innovation dans la construction ou dans la gestion. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que aujourd'hui les difficultés que vous avez vous empêchent de monter des opérations un peu innovantes? Enfin, il y en a, hein, tu en as présenté, mais... Elle ne nous empêche pas d'en monter, elle nous oblige malgré tout à être un peu plus sélectif sur les arbitrages, mais on continue en termes de développement durable. Quand on fait une chaufferie, de la géothermie ou quand on fait des logements à énergie positive, on est clairement dans de l'innovation. Là, on va démarrer le chantier à la fin de l'année d'un premier immeuble tout en bois de l'Habitat, donc poteaux, poutres, plancher, donc tout en structure, à part les fondations, tout en structure bois. Donc ça fait partie aussi de nos politiques d'innovation. Mais l'innovation, elle peut être aussi sociale, évidemment. Elle n'est pas que sur les modes constructifs. C'est le cas des opérations qu'on mettait en œuvre à Malakoff, notamment, pour faire revenir des salariés. Et bien d'autres sujets. On a un travail spécifique là, qui est en cours aussi auprès des personnes en situation de handicap. Voilà. C'est partie d'un certain nombre d'éléments dont on sait aussi qu'il contribue à la fois à l'épanouissement des locataires, à ceux des personnels de l'Habitat qui montent ces projets et qui participent de manière plus large du renouveau de l'image de l'Habitat régionalement et nationalement et qui nous permet aussi de présenter ces actions dans un certain nombre d'instances nationales. Mais c'est vrai que sur la concertation que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, notamment sur les REA, on est plutôt considéré comme très innovant et on est régulièrement amené à présenter nos modes d'intervention, notamment là sur un projet symbolique avec une très forte charge symbolique en ce moment, qui est la réhabilitation du plus grand bâtiment Claude Vallière, qui s'appelle le Building Vato, qui est un bâtiment qui fait 10 cages d'escalier, qui est une barre très fine et qui fait l'objet aujourd'hui d'une consultation en termes sur un programme de conception et réalisation, et qui là a fait pour le coup là aussi d'un accompagnement très pointu, d'un travail avec les locataires, de la réalisation d'un film, d'une association des locataires à la conception du projet. Voilà, et c'est un projet qu'on valorise aussi très largement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Donc a priori non, on va conclure notre soirée donc maintenant. Je voudrais remercier en votre nom à tous Stéphane Dauphin, je crois qu'on peut l'applaudir pour sa connaissance complète du sujet et les réponses documentées qu'il nous a apportées. Donc est-ce qu'on a une réunion cette semaine? Non, c'est fini. La semaine prochaine, on voit un autre opérateur de la ville, un autre constructeur de la ville, qui est Franck Savage, directeur de Nantes Métropole Aménagement. Voilà, merci à tous, bonne soirée.